Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne. Au Mali, les dernières 48 heures ont été marquées par une série d'événements qui suscitent interrogations, inquiétudes et débats à travers le pays. La mort du ministre Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, est confirmée. Quel impact politique et militaire immédiat? Il y a 23 millions de Sadio Camara au Mali. Et également des Mais il n'y a pas centaines 23 de millions de ministres de la maliens. Défense au Mali, Abdoul Niang. Oui, j'ai parlé de Sadio Camara. C'est désormais une figure, un mythe que les ennemis du Mali ont créé en l'attaquant physiquement. Et c'est un digne et brave produit de l'armée malienne. Je remercie quand même ceux qui ont voulu se faire interprète des souffrances des Maliens. Mais je ne sais pas, ils parlent au nom de quel Malien. Et vous voyez, malgré toutes ces difficultés, les Maliens continuent toujours de soutenir. Vous avez vu les Maliens dans la rue main-nuit pour affronter les organisations terroristes. On parle de... Quel est l'impact politique, quel est l'impact politique et militaire de la mort du ministre de la Défense, Abdoul Niang? Je vous dis que la détermination de l'État du Mali et du peuple malien ne fait que renforcer. Et contrairement aux Cassandres qui veulent voir autre chose, ils seront surpris davantage de la capacité de réponse du vaillant peuple du Mali et de nos forces armées et de défense. Le Mali n'est pas n'importe quel pays et nous ne faisons que démontrer chaque jour cela. Je crois que mon frère Ozias a très bien fait de rappeler que l'armée malienne est aujourd'hui une puissance. Et ça répond à la question de quelqu'un qui disait qu'en 6 ans, les militaires sont au pouvoir. Mais quel est le résultat? Donc c'est ça, l'un des résultats. Aujourd'hui, l'armée malienne qui avait été mise à l'infinitif par les Français est aujourd'hui l'armée la plus puissante, sinon l'une des plus puissantes de notre espace. Et il a même dit que c'est aujourd'hui l'armée une armée plus puissante que celle de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a dit. Et donc, je pense que si vous dites ça, certains de vos compatriotes pourraient être amenés à vous juger, Abdoul Niang. Quand vous dites ça, qu'on se retrouve face à la réalité implacable de cette attaque barbare qui est survenue au cœur même du régime, dans une ville garnison, là où vit le président de la République et le ministre de la Défense qui perd la vie malheureusement, je pense qu'on devrait relativiser aujourd'hui. Et quand les États qui sont les puissances mondiales soutiennent une organisation, utilisent des terroristes comme proxy, tout est possible. Le guide iranien a été éliminé de quelle manière? Le président Kadhafi a été assassiné de quelle manière? On peut mettre en doute la capacité de son armée. Bachar a été chassé du pouvoir. De quelle manière? On parle de terrorisme, mais pourquoi ne voyez-vous pas, malgré votre expertise, des mains occidentales et derrière tous ces événements? Et ce qu'on a vu en Afghanistan, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière ça, qui sont les États? En plus de ça, pourquoi ne jugez-vous pas la décennie de présence des forces françaises et onusiennes? Et quand l'armée française venait, la menace était plutôt au nord du Mali. Mais après une décennie, la menace s'est étendue au centre du Mali. Il y a eu combien d'attaques spectaculaires à Bamako quand MINUSMA et Barkhane étaient là? Et c'est pendant cette décennie de présence des forces occidentales que la menace s'est étendue au Niger et au Burkina Faso. Mais pourquoi vous ne voyez pas ça? Très bien. Gaël Lakpa a justement une question pour vous. Grand Bassam Gaël Lakpa a justement une question pour vous, Abdoul Niang. On va l'écouter si vous permettez. Si vous permettez, on va écouter Gaël Lakpa qui a une question. Abdoul Niang, bonsoir. Allez-y. Bonsoir, monsieur. On a pu remarquer lors de l'attaque qu'on n'a pas, en tout cas officiellement, on n'a pas vu ni le Niger ni le Burkina venir au soutien du Mali dans cette période-là. Est-ce que vous confirmez, et si c'est le cas, comment on peut interpréter cela? Parce que vous êtes tous réunis au sein de l'AES et tout. Très bien. En 30 secondes, rapidement. Si vous voulez comprendre la réalité du Mali et du Sahel, il faut fermer les médias occidentaux et ouvrir les esprits, parce qu'ils ne font que raconter des inepties. Ils ne savent pas quelles sont les opérations menées par l'armée de l'air du Burkina Faso, notamment à Sévaré, au centre du Mali, qui est proche du Burkina. Ils ne savent pas quelle a été la réaction
de l'armée de l'air du Niger, notamment à Gao. Mais malgré tout, il continue... Non, Abdou-Niang, moi je pense que malheureusement, on n'a plus de minutes. Malheureusement, justement, c'est pour que vous puissiez nous donner les informations. Malheureusement, on n'a plus de minutes. Abdou-Niang, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. On aura l'opportunité très certainement d'approfondir la discussion. Merci, messieurs, pour vos analyses et vos contributions. On va passer tout de suite au grand duel. Merci à vous pour l'honneur et la considération. Merci. On est parti pour le grand duel. Actualité oblige, le grand duel de ce soir a pour thème Russie, puissance réelle ou illusion stratégique, une confrontation de 10 minutes entre Aouma Gaël Lakpa et Dr Arthur Kamenan Yoboué. C'est vous qui commencez, Dr Kamenan. Merci Alassane. Oui, la géopolitique l'interroge. On constate que depuis un certain temps, il y a des puissances qui sont déployées en matière de gestion des territoires. Et l'une des choses que j'observe, c'est que la Russie, depuis son histoire, s'est positionnée comme un acteur stratégique dans la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, moi je pars du principe que la Russie est une puissance réelle, au regard même de ce que c'est que la puissance par sa définition. Si on part du principe que la puissance, c'est la capacité à imposer sa volonté à l'autre, quels que soient les moyens utilisés. Et aussi, si on rentre dans la dimension de rapport de force, c'est de faire à votre adversaire ce qu'il n'aurait pas dû faire sans votre intervention. Donc moi, à partir de ce moment-là, je pars du principe que la Russie n'est pas une illusion stratégique, mais c'est une puissance. Au regard des ressources que la Russie dispose, qui ne sont pas seulement des ressources négligeables, qui sont prises en compte par même ses adversaires stratégiques. Bien, on parle ici de diplomatie, on parle de contexte économique, on parle de géopolitique. La Russie, on ne va pas nier le fait que ce soit une puissance réelle au plan mondial. On va le dire au plan économique, militaire et tout. Mais ici, la question est de savoir si vous êtes un pays, comme on disait dans le temps du tiers-monde, vous êtes un pays qui cherche le développement, un pays qui cherche à être émancipé à un certain niveau dans ce monde. Est-ce que la Russie, en tant que puissance à son niveau, constitue le pays auquel il faut se rapprocher pour pouvoir avancer dans le système géopolitique aujourd'hui? Moi, je réponds non. La Russie, oui, est une puissance, mais elle peut être une puissance pour elle seulement en interne, mais elle n'a pas la force que, par exemple, les États-Unis ont, que, par exemple, la Chine a. Par exemple, je prends un seul élément. Quand la Russie se retrouve dans un pays à venir participer à une crise, elle ne s'affiche même pas officiellement. Elle vient par des groupes privés qui viennent de sorte à ce que lorsque ça échoue, ils ne peuvent même pas assumer cela. Mais c'est à ce moment-là que vous faites une erreur stratégique. Pourquoi? Parce que vous concentrez seulement la puissance sur le domaine militaire. Non. J'ai parlé de la définition de puissance, c'est-à-dire que sa capacité à imposer sa volonté malgré les ressources et avec d'autres ressources, de faire en sorte que votre adversaire puisse se plier à votre volonté. Donc c'est un rapport de force. Vous avez pris dans la dimension de géopolitique l'aspect du soft power. Moi, je parle des deux dimensions. Tant bien que le soft power, c'est-à-dire la capacité militaire à le faire, mais aussi le hard power, qui est sa capacité militaire, et le soft power, qui est sa capacité d'influence. Donc, à partir de ce moment-là, je voudrais vous rappeler une seule chose. Si on partait de votre principe, on allait dire que le géant américain n'est pas une puissance militaire, parce que c'est le géant américain qui est tombé au pied du Vietnam. Ce n'est pas une puissance militaire, parce que là-bas, ce n'était pas seulement la ressource militaire qui a participé à faire asseoir l'hégémonie, non, c'est une autre ressource. Et c'est pourquoi ne fixez pas. J'aime bien la définition sur le soft power et l'autre. En fait, en réalité, vous venez là vers mon argumentaire. Ce que je dis, c'est que la Russie, quand elle vient sur un territoire, elle vient seulement pour des questions sécuritaires. Lorsqu'il y a la crise, elle est tout le temps pressée de se retrouver sur le terrain. Et je le répète encore, pas officiellement comme on le voit avec la France, les États-Unis, dans certains endroits où le président même va se tenir et dit on va dans tel pays pour mener telle action, où ils assument. La Russie ne le fait pas. C'est rare de les voir le faire. Regardez par exemple dans le Sahel ici. Au début, on parlait de Wagner. Wagner, dont on parlait, certains niaient la présence de Wagner pour nier la présence de la Russie parce qu'ils n'assument pas. Ils viennent seulement lorsqu'il y a une crise, ils envoient des militaires, ils viennent sécuriser un certain groupe de personnes, soit ceux qui sont au pouvoir, on s'en fout du peuple, et puis c'est en contrepartie de ressources naturelles et tout. Il y a les éléments qui existent. Mais à côté de cela, la Russie ne fera pas de projet de développement. C'est là que vous faites une erreur stratégique, parce que la Russie part du principe que c'est là
La Russie part du principe qu'il faut respecter la souveraineté. Est-ce que vous connaissez les accords qui structurent les rapports entre la Russie et les autres États? On va me citer, par exemple, le Venezuela, où la Russie était intervenue, mais malgré ça, les États-Unis sont venus. Vous connaissez les rapports qui structurent? Non, la Russie a une stratégie de non-intervention. Ça, c'est un soft power. Ils ne s'invitent pas officiellement. Ils ont, dans leur passé historique, vous observez, ils ne sont pas marqués par la colonisation, comme ce que vous avez observé, comme ce que vous regardez. Non. La Russie s'inscrit dans une démarche d'accompagnement, dans tous les rapports. Vous prenez ici le cas d'Africa Corps. Mais ça, c'est une organisation privée, mais qui est logée au ministère. Ce n'est pas l'armée russe en tant que telle. Vous ne pouvez pas me démontrer que c'est l'armée russe qui est sur le terrain. La Russie qui vient, est-ce que vous savez combien coûte un seul mercenaire? Est-ce que vous savez combien coûtent ces groupes privés-là qui viennent justement? Moi, j'appelle ça du braconnage politique ou bien du braconnage militaire. Ils profitent de la situation pour venir, comment on appelle, échanger en termes de sécurité. Et puis, par derrière, ils se font des sous. Alors que, par exemple, de l'autre côté, on a des pays comme la Chine, la France, les États-Unis. Quand ils viennent, c'est vrai, souvent ils peuvent venir pour des questions sécuritaires, mais à côté de cela, il y a la construction d'infrastructures massives. Ils aident à des projets, ils aident aussi dans l'industrialisation, ils aident dans le transfert, dans le transfèrement, le transfert des technologies. C'est-à-dire que c'est une sorte de collaboration gagnant-gagnant. Alors que je dis bien qu'avec la Russie, c'est limité. Et à plusieurs reprises, c'est ce qu'on constate la plupart du temps quand la Russie est quelque part. Troisième erreur stratégique. Ils ne font pas de... Non, c'est pas vous qui allez dire telle erreur, deuxième, troisième. Mais je donne des éléments qui sont clairs. Combien de fois les Russes sont arrivés dans des endroits qui ont développé des éléments? Oui, allons-y. Est-ce que vous remarquez l'Europe actuellement? La Russie se positionne comme l'un des géants en matière de production d'engrais. En Europe, allez vous renseigner. En termes de parler de non-transfert de technologies, la Russie se positionne comme un acteur stratégique en matière de maîtrise de production de nouvelles technologies. En matière de banque, renseignez-vous, la Russie, malgré le système SWIFT des Américains visant à les sanctionner, la Russie demeure debout. Vous pensez que c'est parce que la Russie n'a pas de technologie? Non. La Russie a une maîtrise de ses ressources, non seulement stratégiques, mais également ses ressources qui sont diversifiées. Sinon, moi, je ne vois pas. Et puis, quand on parle de puissance réelle, ça passe aussi dans son histoire. Je ne vois pas un État qui a été soumis aux pressions que la Russie a soumises et qui soit tenu debout jusqu'à ce jour. Non, mais ce n'est pas possible. Donc, la Russie ne vient pas pour imposer sa volonté. La Russie vient et manage. Et par rapport à cela... Première erreur stratégique, deuxième erreur stratégique, troisième erreur stratégique, quatrième erreur stratégique. J'ai l'impression d'être en face de mon professeur, mais qui dit le contraire de ce qui est. J'ai dit au départ de mes propos que la Russie se suffit. La Russie est une puissante, certes, adossée sur tout ce que vous avez donné comme argument. Mais est-ce que la Russie réussit à exploiter tout cela? La Russie est un pays, je veux dire, qui joue de façon maligne. Elle vient dans un territoire précis, elle va en Ukraine pour la guerre, elle va en Afghanistan pour la guerre, elle va au Sahel, elle va en Syrie. Et de toutes ces guerres-là, la Russie est toujours entrée et est toujours sortie par la petite porte. Elle entre par les fanfares, on les voit entrer, ils veulent faire la guerre en 2 jours, en 3 jours, et finalement, ça reste pour l'éternité. Et puis derrière cela, il n'y a pas de projet structurant. Après, quand ils entrent dans un territoire, ils sortent, il n'y a plus de stabilité qui vient après. C'est comme si c'est le chaos qu'ils envoyaient dans ces pays-là. Et je le dis toujours, je vais finir là-dessus, ils ne peuvent pas vraiment soutenir un pays pour avancer. Non, ça, je ne vous rejoins pas. Donc c'est la 5e erreur. C'est la 5e erreur stratégique. Dans quelle mesure la Russie, et comme vous le dites, hein, quand ils rentrent, mais d'abord, par quelle porte ils entrent? Par quelle porte la Russie entre? La Russie entre par une porte que lui offre l'État qui lui permet de rentrer. Donc si la Russie vient, et quand vous regardez les exemples que vous avez pris, ne confondez pas les guerres en Afghanistan, en Ukraine, ce ne sont pas la même configuration. Et la preuve, jusqu'à ce jour, la Russie est toujours en Ukraine. Il est en train de gagner des territoires. Vous dites que la Russie passe et la Russie sème la guerre. Pas forcément. Est-ce que c'est la Russie qui a créé la guerre en Syrie? Vous n'allez pas me dire oui. C'est le contraire de la Russie qui a créé la guerre. Est-ce que c'est la Russie qui crée la guerre au Sahel? Je ne crois pas. C'est par rapport à ceux que vous défendez comme étant une puissance réelle qui ont laissé la guerre là-bas que la Russie tente de corriger.
La Russie fonctionne sur le court terme. La Russie fonctionne sur des opportunités, des terrains fertiles qu'elle voit, et puis elle va juste profiter de la situation. Voici ce que représente la Russie. La Russie, c'est ce pays-là que quand vous l'avez comme allié, il vous isole au plan international. Vous voyez, c'est ce que représente la Russie aujourd'hui. Quand vous êtes avec la Russie, cela vous complique au plan international, surtout dans les relations avec les autres pays de l'Occident. Cela vous réduit financièrement. Et moi, je dis toujours que c'est mieux d'avoir un bon allié qui vous ouvre les portes que d'avoir un allié qui vous ferme les portes. Si vous voulez, c'est ma 6e erreur pour finir ce duel. C'est la fin de cette édition sur Africa News 24/7. Excellente soirée à tous et à bientôt.